Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison dans un nouvel épisode de podcast pour toutes les mères qui pensent qu'elles ne sont pas capables, qu'elles ne peuvent pas changer les choses et que c'est comme cela qu'elles doivent s'en accommoder. Pour commencer cette nouvelle saison, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphanie qui, comme elle le dit elle-même, n'a pas été servie dans la distribution des cartes de la vie puisqu'elle a notamment hérité d'une maladie génétique polyhandicapante. Malgré les défis insurmontables auxquels elle a été confrontée en raison de son handicap et de sa maladie, notre invitée a trouvé le courage de prioriser son bien-être mental et de créer plusieurs activités indépendantes. Elle est une source d'inspiration pour nous toutes et nous tous et aujourd'hui, elle va nous partager son parcours, ses luttes, mais aussi principalement ses triomphes. Accueillons chaleureusement Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, je suis également ravie. Bonjour. Voilà, le sujet, l'angle que tu as choisi me paraît vraiment très précieux et très important et que c'est à chacune de nous d'essayer d'échanger, en tout cas ce qui a marché pour les unes et les autres, en espérant que chacune puisse trouver écho dans ce partage et puisse aussi relativiser sa situation, puisqu'en fait, on a plutôt tendance à se cacher en général, surtout sur le handicap, et que du coup, les informations ne circulent pas forcément. Donc, l'idée de ce média est une excellente idée. Eh ben, merci beaucoup, effectivement. Et est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Je suis Stéphanie Gâteau, je suis polyhandicapée. Alors, tu as parlé effectivement des différents handicaps. Je suis atteinte de surdité qui n'est ni opérable malheureusement ni appareillable, donc qui m'oblige à lire sur les lèvres. Et j'ai une maladie dégénérative qui attaque les os, les cartilages, tout ce qu'elle peut trouver à grignoter et qui crée en fait des paralysies ponctuelles qui vont devenir définitives. Sauf que je n'ai ni l'heure ni le jour, donc ça peut être dans 10 minutes comme ça peut être dans 5 ans. Mais en tout cas, en termes d'impact, ça m'amène régulièrement à avoir des crises de douleurs très invalidantes, des difficultés de déplacement et j'utilise régulièrement un fauteuil roulant électrique. Justement, dans la présentation, je suis entrepreneuse et je me suis donc créé ma propre activité. On y reviendra peut-être pour justement ces raisons, entre autres, de discrimination que j'ai trouvées à l'embauche et de handicap pour adapter mon rythme ou en tout cas la manière dont je fonctionne pour mon activité. Et puis, si je devais me présenter, en fait, je trouverais ça plus juste de me présenter avec mes enfants, puisque ce sont mes aidants au quotidien. Alors, pas les deux aînées, puisque maintenant elles sont majeures et elles vivent indépendamment, mais on va dire qu'on fait partie d'un tout, puisque quand on est, on va dire, dépendant d'autrui, forcément, c'est difficile de se définir par soi-même, parce qu'on a besoin forcément des autres pour le quotidien. Donc, c'est important, d'autant plus que les enfants et adolescents aidants, ce qu'on appelle aidants, n'ont pas de statut à l'heure actuelle, donc ils n'ont pas de relais comme nous, par exemple, auprès de la MDPH, et ce sont des enfants et des
des adolescents qui sont 1 million en France à vivre avec un parent isolé, malade ou en situation de handicap. Donc c'est vraiment important d'en parler parce qu'en fait, si moi j'arrive à être productive ou à me déplacer ou à faire certaines choses, c'est seulement que justement j'ai de l'aide à côté et que ce sont souvent les aidants les plus proches qui doivent donner de leur propre temps. La problématique de la maladie et du handicap, c'est aussi de trouver ou de relayer les aidants qui peuvent soit ne pas être disponibles, et on l'a vu aussi pendant le confinement, soit parce que justement eux-mêmes ils ont envie à faire, ça peut être leurs études, quoi que ce soit d'autre. Et je reviens à la problématique des enfants aidants. Ce sont souvent des enfants qui sont déscolarisés très tôt et ça a un impact forcément sur leur quotidien en termes de charge mentale. Je suis pas unique entre guillemets en tant que personne. Je suis forcément dépendante des autres, ce qui n'est pas le cas forcément pour toutes les maladies. Tout à fait. Alors effectivement, c'était ma question suivante. Donc depuis quand tu es maman, puisque tu as plusieurs enfants, tu nous as pas dit le nombre, on va pouvoir y revenir. Et puis, donc tu en as deux déjà qui sont grandes, ce que tu disais, qui commencent à faire leur vie d'adulte. Et donc tu en as un ou plusieurs, je ne dévoile pas, qui sont encore avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors déjà, je voudrais partager une bonne nouvelle parce que en fait, moi, on m'avait dit que j'aurais pas d'enfant avec ma maladie. C'était vraiment très compliqué. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai eu 3. Donc, ne désespérez pas, au contraire. Et donc, du coup, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir 3 enfants. J'en ai une grande qui s'appelle Camille, qui a 26 ans, une seconde, Capucine, qui a 23 ans, et puis le petit dernier, qui est arrivé 10 ans après la dernière, qui s'appelle Calixte et qui désormais est mon aidant au quotidien et qui est aussi, on va dire, un peu mon binôme, puisqu'il est cofondateur avec moi de la start-up qu'on a créée, qui s'appelle Andy Road, qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, et plus particulièrement à mobilité réduite, et de leurs aidants. Waouh, donc on va y revenir justement. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors, écoute, on s'est rencontrés déjà via LinkedIn et surtout ce qui m'a plu et pour laquelle j'ai accepté avec joie de participer, c'est justement cet angle de vue, de partager des témoignages de vie en espérant qu'ils puissent aider, même si c'est une seule personne, et puis ce volet de maman malade ou en situation de handicap qui est trop peu souvent abordé et en plus pour lequel on a encore des jugements de valeur et des a priori, et on en parlera peut-être d'un point de vue administratif aussi, puisque les aidants sociaux ou administratifs, comme on est en situation de handicap, on n'a pas notre rôle de mère et qu'au contraire, on nous culpabilise en disant vous n'êtes pas capable de. Donc du coup, il va falloir trouver des solutions, quitte parfois à vous proposer le placement de vos enfants, ou pire encore, c'est-à-dire que moi, quand je suis tombée enceinte, tout le personnel médical m'a invité, voire imposé, l'idée de ne pas être mère et d'avorter. C'est-à-dire que déjà, on me disait que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir tomber enceinte, pour eux, c'était une évidente de me dire, en fait, vous n'allez pas le garder. Ben, si, il y a un moment donné où le handicap est vu de manière tellement négative que les gens tendent qu'une seule hypothèse, c'est-à-dire inapte. Inapte ou risque avéré, que ce soit pour soi-même ou pour l'enfant. Et ça, je trouve ça gravissime dans le sens où la liberté de choix est impactée parce qu'elle est imposée par le regard des valides qui ne peuvent pas se rendre compte que nous, potentiellement, on peut quand même se débrouiller et qu'on ne va pas mettre en danger forcément l'enfant. Donc ça, c'est important aussi d'en parler. C'est pour ça que je trouvais que libérer la parole aussi des mamans en situation de handicap là-dessus, de dénoncer aussi une société qui n'est pas apte ni à nous accompagner sur notre rôle de mère en mettant pas forcément à disposition des moyens, mais surtout en termes de statut, à ne pas nous voir et nous considérer comme maman potentielle. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un énorme travail à faire sur, quelque part, les personnes qui ne rentrent pas dans les cadres. Alors, c'est pas forcément que les personnes en situation de handicap, hein. Il y a plein de Tout à fait. personnes qui rentrent pas dans les cases, on va dire, ou dans le cadre imposé par la société. Et dès qu'on est hors cadre, on est mal jugé. Et ça, c'est Exactement. inadmissible. Et si tu veux, je voulais rajouter à ça, tu vois, par exemple, moi je suis autiste. Alors, c'est pas une maladie et c'est pas un handicap. C'est pour ça qu'au début, je l'ai pas cité. Ça ne se soigne pas. C'est voilà, une manière de fonctionner neuroatypique différente. Et justement, pour ne pas aggraver mon cas, moi, j'ai rarement spécifié, voire jamais, que j'étais autiste. Parce que dès que je prononçais ce mot-là, je voyais qu'il y avait une façon de me considérer en se disant, voilà, mais décidément, elle est cumule et donc elle va jamais s'en sortir. Et le fait aussi que ces personnes, même vis-à-vis des enfants, par exemple, quand les services sociaux ont dit droit dans les yeux à mon enfant qui avait
5 ans à l'époque, ta maman ne peut pas s'occuper de toi. Elle est handicapée. Et si tu veux, ça marque un enfant, puisque c'est une autorité judiciaire, législative, sociale, qui te dit, bah, ta maman t'a fait croire qu'elle pouvait s'occuper de toi, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre qui me dit, bah non, en fait, c'est pas ça la vérité. C'est que ta maman ne peut pas s'occuper de moi. Ça traumatise les enfants. Et en plus, ça leur met une pression incroyable parce qu'ils se disent, ben, en fait, comment je vais me sortir de tout ça? Donc, quand je parlais de charge mentale et d'impact sur une vie, moi, j'ai la chance que les 3 miens ont appris à être hyper résilients, mais ça peut créer des drames dans les familles. Oui, c'est clair. Effectivement, et c'est souvent sous-estimé l'impact de certaines paroles qui vont avoir des répercussions sur le long terme. Alors, si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors moi, en fait, il y a plein de femmes qui m'ont inspirée, hein. Je pourrais citer Frida Kahlo parce que j'ai 1 million de corsets comme elle, sauf qu'ils sont pas aussi jolis, et parce que effectivement, elle a réussi à avoir une vie formidable, enrichissante, et que moi-même aussi, j'ai fait de la peinture puisque en tant que personne autiste, je m'exprimais pas du tout, donc j'avais trouvé refuge aussi dans l'écriture et dans l'art, une manière de m'exprimer. Mais celle qui m'a le plus impactée, c'est sœur Emmanuelle. Alors pourquoi? Parce qu'elle a vu son papa mourir devant elle, il s'est noyé, et que moi aussi, je me suis noyée, j'ai eu une noyade niveau 2, je me suis noyée devant mon petit garçon, toujours lui, le pauvre, parce que j'ai eu une paralysie, j'étais dans l'océan, et que du coup, voilà, c'est un surfeur qui m'a récupérée, mais je me suis noyée niveau 2 avec arrêt respiratoire, etc. Wow. Et que malgré tout, avec la vie qu'elle a eue, de se donner aussi aux autres, dans des conditions la plupart du temps extrêmement difficiles, puisqu'elle travaillait dans les bidonvilles. Et ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est ce message d'espérance et de joie. Et je pense que ce sont 2 clés, en tout cas moi particulièrement, qui m'ont aidée. C'est-à-dire, l'espérance, c'est pas un optimisme exagéré, c'est se dire, ok, j'ai des cartes, comme tu disais tout à l'heure, qui sont vraiment pas terribles, voire pourries. Est-ce que ça m'empêche d'être fondamentalement heureuse, d'avoir des moments de joie, de me réjouir, de m'émerveiller, ou de me dire, ok, la situation est pourrie, bah ok, je vais la subir toute ma vie, et ça va être compliqué, et je vais râler, et je vais me plaindre, et je vais devenir aigrie, je vais devenir isolée, etc. Et le fait qu'elle rayonne et qu'elle ait cette notion de partage et de bien commun, et le fait de dire l'espérance peut nous sauver, c'est un outil vraiment de se dire, ok, je suis dans une situation qui est difficile, ou on en parlera peut-être, je suis, comme je l'étais, victime de violence. Est-ce que ça me définit, et est-ce que ça veut dire que je vais porter ce poids toute ma vie, et est-ce que je laisse le pouvoir à un événement dramatique, malheureux, de me pourrir la vie, mais tout le temps? Ou est-ce que je me dis, ok, je le prends, je le pondère, déjà se dire, je ne suis plus victime de violence, mais je suis ex-victime de violence, et comme tu le disais tout à l'heure, les mots sont très importants, et aussi qu'on ne se définisse pas que par rapport à ça. Je ne suis pas que blonde, je ne suis pas que maman, je ne suis pas que handicapée, mais je suis quelqu'un qui a des valeurs, qui a des envies, qui a des projets, et je trouve ça très important, en fait, d'apprendre, grâce à ça, à relativiser. Il y a une chose que j'ai découvert il y a très peu de temps, parce que je suis tombée sur une femme qui parlait du fait de dire tous les jours, ok, j'ai quelque chose qui m'arrive, mais le fait de dire, je m'en fous, juste ça. Oui, et alors? Et moi, je dis souvent, effectivement, dans mon parcours, je me suis dit que je suis sourde, je suis autiste, je ne sais pas quoi, j'ai plein de trucs un peu casse-pieds dans ma vie. Et alors, est-ce que ça m'empêche d'avoir des rêves, d'avoir des projets? Et je pense que l'espérance, c'est vraiment quelque chose au quotidien qu'il faut nourrir. Et moi, le fait de tous les matins me réveiller dans cet état d'esprit en me disant, qu'est-ce que cette journée va me permettre de vivre et de m'en réjouir à l'avance. Tu vois, ce matin, je me suis dit, bah, ok, je vais enregistrer un podcast. J'ai cette opportunité de partager mon parcours, peut-être de toucher 1 ou 2 femmes et peut-être de les aider. Déjà, tu sais rien que le fait d'être en vie. Moi, j'ai la chance d'avoir des maladies invalidantes, mais rien de dramatique. Et ça aussi, même si la situation est hyper compliquée et douloureuse par moments, est-ce que j'ai le droit de râler, tu vois? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup sœur Emmanuelle, parce que elle avait toujours le sourire, elle disait toujours, yallah, allez, on y va, on verra bien, qu'advienne. Et moi, souvent, je dis, allez, go, on y va. Et mes enfants me regardent, style, mais tu vois, d'avoir cet enthousiasme et cet émerveillement, cette capacité d'émerveillement de se dire tous les jours, ça va être peut-être une journée pourrie, mais ça va peut-être être une journée juste fabuleuse. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que moi, je le dis souvent, en tout cas, à ma communauté, le pouvoir finalement de la visualisation, qu'elle soit positive ou négative, est juste absolument crucial. Si tu penses toujours négatif, je vais pas y arriver, je suis nulle, etc., tu as beaucoup plus de chances, en fait,
de justement devenir nul, ne pas y arriver, etc. Alors que si tu as ce pouvoir de visualisation positif, en disant, bon, bah oui, je vais peut-être avoir des difficultés, oui, ça sera peut-être pas facile tous les jours, mais j'ai cette possibilité de, par exemple, travailler sur mes compétences, de travailler sur tel domaine et d'y arriver, et ben la possibilité de réussir, elle est beaucoup plus importante. Et je trouve qu'en fait, l'état d'esprit dans lequel on est, et souvent en France, on est quand même assez négatif un petit peu surtout, C'est ça. et l'état d'esprit joue énormément sur notre potentielle réussite ou non réussite d'ailleurs. Tout à fait. Et tu sais, moi, je peux appuyer ça presque avec des compétences, faire le parallèle avec des compétences professionnelles. Je m'explique. Si jamais vous dites, voilà, moi, je veux exercer tel métier, mais vous dites, bah non, c'est mort, c'est pas possible, j'ai pas ceci, j'ai pas l'argent, je peux pas suivre la formation, je peux pas. Forcément, ça veut dire que je me résous. Alors que si vous dites, moi, mon rêve, c'est de faire ça, et qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? Au pire, ça marche pas, mais au moins, j'aurais essayé, donc j'aurais pas de regrets. Et si ça se trouve, je vais faire des rencontres qui vont me permettre peut-être de modifier et d'adapter à mon cas précis et à mes contraintes. Moi, j'utilise beaucoup ça, par exemple, pour la stratégie. Mon métier, c'est de faire du conseil aux stratégies d'entreprise. Si jamais je me dis le marché indien, il est mort, c'est sûr que j'ai aucune chance. Si je me dis, en Inde, par rapport à mes outils, mes compétences, le produit que j'ai, qui est-ce que ça pourrait intéresser? Quelle cible? Le fait de le tester, le fait d'aller voir des gens experts sur le terrain, etc., ça me permet déjà de l'envisager et de me dire, ça sera peut-être pas comme je l'avais envisagé. Je vais peut-être pas créer une filiale, mais je vais peut-être rencontrer un distributeur ou un importateur ou quelqu'un qui est impacté par cette solution que je peux proposer et qui va me dire, il faut peut-être la modifier par rapport au profil, par rapport aux us et coutumes, etc. Mais comme tu le dis, le fait de l'envisager déjà, ça veut dire que tu as fait le premier pas. Et le fait de se résoudre, à ce moment-là, tu restes chez toi dans ton canapé toute ta vie. Il y a une phrase que j'ai mise sur mon téléphone qui est hyper simple, mais parce que j'en avais assez que les gens me disent, tu as beaucoup de chance. Alors déjà, tout est relatif, parce qu'on peut pas dire que j'ai eu forcément beaucoup de chance dans mon parcours. Non, mais tu as Si peut-être on se base en tout provoqué ta cas, chance. Moi, c'est ce que je c'est dis. ça. C'est-à-dire que la chance, ça se Exactement, provoque. exactement. Et cette phrase, c'est si tu veux changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. En fait, j'essaie de dire de manière délicate aux gens, c'est toi qui es la mieux placée pour dire, OK, moi, il y a des gens qui me disent, c'est fabuleux tout ce que tu as fait, et puis en plus, tu habites en Corse. Puis, qu'est-ce qui t'empêche de venir en Corse? Tu viens, si ça te plaît pas, tu repars, mais ne me dis pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, ah oui, mais moi, c'est pas pareil, j'ai pas eu de chance. Alors justement, je dis, mais attendez, faut pas exagérer, faut relativiser quand même les choses. Ok, ma vie est pourrie, donc j'attends et puis je subis. Je pense que c'est comme la maladie, même si on peut pas guérir, puisque moi, c'est pas des maladies qui se soignent. Il faut être vraiment acteur de sa vie. Si dès le début on l'a subi, effectivement, il n'y aura jamais aucune chance et aucune porte ouverte. Donc, ce que tu dis, c'est vraiment très précieux et fondamental, je pense, dans la posture humaine et ce qu'on dégage vis-à-vis des autres. Si on arrive avec une tête complètement dépressive en disant je suis au bout de ma vie, j'arriverai à rien, est-ce qu'on va donner aux gens envie, même peut-être de nous aider ou de nous conseiller? Donc, on se ferme vraiment toutes les portes, non seulement à soi-même, mais vis-à-vis du potentiel des personnes qui pourraient nous aider ou nous influencer. Non, mais c'est clair, totalement d'accord avec toi. Alors, on va revenir un petit peu sur ta maladie, puisque tu disais au tout début de l'entretien que tu avais cette notion depuis que tu étais toute petite, que cette maladie allait arriver dans ta vie, mais sans en connaître un peu le délai quant à sa déclaration, quant au fait que potentiellement demain ou dans 10 ans, tu ne puisses plus rien faire. Quels ont été justement tes choix et ta posture face à ce couperet qui peut arriver d'un instant à l'autre finalement? Alors en fait, moi dans mon entourage, la surdité est profonde, pas comme les gens qui se font parfois appareiller. Et puis il y avait effectivement l'image de ces femmes dont certaines, dès l'âge de 9 ans, ont passé leur temps en centre de rééducation, à subir des opérations, à se retrouver en fauteuil, voire à liter complètement. Je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes quand on est face à ce genre d'obstacle. La première, c'est la surdité, me dire ok, je peux pas entendre, ou en tout cas j'entends quasiment rien. Qu'est-ce que je fais de ça en fait? Est-ce que ça m'empêche de lire, de me cultiver, de participer à certaines choses, mais d'une façon différente? Et le fait qu'il y ait cette vision dramatique de dire je vais pas pouvoir faire grand-chose de ma vie parce que effectivement si je peux pas me déplacer, je fais quoi comme métier? Moi en fait je l'ai pris d'une autre façon en me disant il faut que je me dépêche. Il y avait cette urgence qui existe toujours parce que je pense que je l'ai ancrée tellement rapidement et tellement profondément que même au quotidien maintenant, si je suis rassurée, je continue un peu d'être dans cette urgence en me disant il faut se réjouir de chaque instant parce que demain je peux me retrouver effectivement au lit, définitivement paralysée, à regarder le plafond. Et il y a cette immobilité qui
créer de l'isolement, puisque toute seule dans sa chambre, effectivement, on peut pas voyager, on peut pas aller se promener, partager les bons moments, mais en plus l'isolement à cause de l'absence de bruit et d'échanges humains. Et le fait, je pense, de relativiser en disant ok, il y a ça, ça et ça, et d'avoir cette urgence de dire faut en profiter, ça déclenche en fait, comme quand tu perds un sens et que ça démultiplie les autres, tu te dis bah ok, il faut que chaque instant, en fait, je le savoure et chaque instant, je le remercie en me disant chaque soir, génial. En fait, tu te réjouis de tout. Attention, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Tu peux pas le décider, même si j'ai essayé, hein, au début, ça marche pas, tu fais la méthode Coué. Mais en fait, c'est vraiment cultiver et construire cet état d'esprit pour se dire comment est-ce que j'ai envie que ma vie soit. Et moi, j'ai eu envie de faire le tour du monde et c'est pour ça que j'ai fait de la stratégie internationale parce qu'il y avait cette urgence de me dire, ok, je sais pas quand, mais demain, je vais plus pouvoir bouger. Donc, contrer à l'opposé cet obstacle que je ne pouvais pas, en plus sur lequel j'avais pas d'impact, hein, je pouvais pas le décider et dire il n'existe plus, et ben ça m'a permis en fait de voyager partout dans le monde, de faire des rencontres fabuleuses, de faire des métiers fabuleux que j'aurais pas fait si je m'étais résolue, j'avais dit bon bah ok ma vie elle est finie, etc. L'impact de la maladie qui te donne une force, au début non, effectivement tu restes à terre, mais après tu en fais vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Et j'aime bien cette idée de tu te dis ok j'ai des contraintes, ça peut être financière, ça peut être juridique, ça peut être commercial, etc. par rapport à mon projet. J'ai des obstacles. Où sont les opportunités? Et ce que j'aime dans la stratégie, c'est qu'en fait, on cherche toujours à trouver des solutions problématiques. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, le fait de faire de ce métier, que j'ai peut-être choisi inconsciemment, pas par hasard, c'est de se dire, OK, il y a des obstacles dans tout dans la vie. Hein. Je dis n'importe quoi, tu veux être mannequin, tu réponds pas aux normes, etc. Qu'est-ce que je fais de ça? Je dis n'importe quoi, le mannequinat, bah, tu dis, bah, je vais être un mannequin, mais atypique. Moi, je voulais faire le tour du monde. Mon obstacle, c'était de me dire, t'as pas beaucoup de temps, Steph, comment tu peux faire? Donc, le fait de choisir un métier où je sois à l'étranger m'a permis non seulement de réaliser mon rêve perso, mais en plus d'exercer un métier et de gagner ma vie. Il faut te dire, qu'est-ce que je fais une fois de plus avec ces cartes que j'ai en main? Qu'est-ce qui reste comme porte de sortie? Et s'il n'y en a pas, ben est-ce que je peux pas en créer une? Donc, à un moment donné, bon, bah, ok, eux, ils ont dit ça, mais est-ce qu'on peut pas essayer de grignoter? Ça, je pense que c'est important. On parlait tout à l'heure des épreuves et des obstacles qu'on ne choisit pas, mais c'est important, à un moment donné, de ne pas écouter aussi et de ne pas donner le pouvoir à ces paroles qui sont mises sur toi en disant ok vous êtes handicapé donc c'est mort pour vous, de dire ok lui c'est sa pensée, il a le droit de croire ça, mais moi j'ai une petite voix en moi qui me dit bah, Steph oui c'est son droit, ça lui appartient, mais pourquoi je l'écouterais et pourquoi il aurait le droit de me définir. Vous êtes les seuls à pouvoir vous définir. Si vous pensez et vous avez envie de prendre ce risque, mais prenez-le en fait. Moi, je dis toujours, il appartient qu'à vous-même, suffisamment fort pour faire face à certaines choses. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite. J'étais dans une famille d'accueil pour les vacances. Leur fille était aveugle. Et en fait, je les trouvais très durs, les parents, parce qu'ils l'aidaient pas. Bon, dans son assiette, il lui disait à droite, t'as les légumes, à gauche, t'as ça, etc. Mais je les trouvais très durs parce que il lui parlait comme quelqu'un de normal, alors que moi, j'aurais voulu être très bienveillante, très douce, la rassurer. Et en fait, cette enfant que j'ai suivie et par la suite est devenue jeune femme, etc., elle a fait de la natation, elle habitait en Bretagne, elle est montée à Paris, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Moi, je me suis dit, mais je suis aveugle, même pas, j'ai envie d'avoir un enfant qui va sauter par-dessus le balcon. Et il faut vraiment aider les gens à se considérer, non pas comme quelqu'un d'incapable, mais effectivement, on le dit souvent, comme étant capable, mais différemment. C'est tout. C'est ça. Et d'adapter finalement ce que tu es capable de faire de manière différente à ce qu'on appelle la norme en société, hein. Mais voilà, tu as des capacités qui sont autres. Cette personne-là, elle a très certainement développé beaucoup plus d'autres sens puisqu'elle n'avait pas la vue. Et c'est ce qui lui a permis, finalement, grâce à ses parents, de devenir autonome et d'être capable de vivre sa vie d'adulte C'est sans ça. quelque part être un poids pour la société et même pour elle, en fait. Bien sûr, et puis tu sais, une fois de plus, c'est ce que les gens définissent avec leur regard. Et le fait Oui. de la considérer comme tout le monde, je pense que forcément, ça l'a aidé. Et tu vois, pour revenir au fait d'être capable ou capable autrement, la posture de maman, effectivement, moi, je peux pas aller jouer au foot avec mon petit garçon, je pouvais pas le promener au parc, quand il tombait, je pouvais pas le ramasser, etc. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, bah oui, mais tu peux rien faire avec tes enfants. Bah, on a fait des jeux de société, on faisait les clowns, on a inventé plein de jeux qui nous étaient propres, de manière de fonctionner au quotidien, qui étaient différents. Mais est-ce que tout le monde est obligé de faire du foot? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es pas comme les autres que t'as pas une proposition singulière, atypique, qui te ressemble et qui est enrichissante. C'est ça l'intérêt aussi
aussi d'un sujet sur lequel j'interviens beaucoup, la diversité de fonctionner, de voir les choses. Et la diversité permet la créativité. Donc, je voudrais que les mamans entendent ça aussi. C'est pas parce que vous êtes une maman qui pourra pas faire les mêmes activités que les autres. Tu vois, je pouvais pas faire les Anglais au scoutisme, moi, je ne sais pas quoi. Eh ben, ok, mais on partageait plein d'autres choses, en fait. Bah, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Tu as monté donc ton entreprise donc avec le cofondateur dans le domaine de la tech, d'ailleurs, qui est un domaine qui est peu investi par les femmes et encore moins par les mères. Comment tu as choisi ce chemin qui peut faire peur à de nombreuses personnes, qui vont d'ailleurs souvent préférer le salariat à l'entrepreneuriat, et comment tu gères au quotidien ton activité pro, ta maladie, ta vie de maman, bref, tous les aspects finalement de ta vie? Alors, sur cette partie-là, c'est vraiment important, c'est bien qu'on puisse en parler. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat, on verra après les contraintes, mais sur le principe, est une opportunité à saisir pour les mamans avec une maladie invalidante, hein, ça peut être l'endométriose ou autre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous permet d'adapter à votre rythme, à votre santé, en la respectant, alors que si vous êtes salarié, que vous faites une demande en disant bah oui, mais moi tous les jours, par exemple, j'ai kiné obligatoire le matin, 1 heure, le soir, 1 heure. On sait très bien que selon en plus les métiers, ton employeur va dire bah non, c'est pas possible, tu dois pointer à telle heure, tu dois être là quand il y a des salons, tu dois être là, etc. Là, vous avez la main. Donc déjà, ça vous fait une charge mentale en moins. Je parle pas de la difficulté après de se mettre à son compte, hein, mais sur le principe, en théorie, le fait d'être à son compte permet de concilier du coup ton rôle de maman, c'est-à-dire moi, tu vois, pour l'international, quand j'étais salariée, on me disait la semaine prochaine, vous partez en Chine. C'était l'anniversaire de ma fille, où il y avait une kermesse, où elle passait une audition au conservatoire. Ça veut dire que moi, en tant que maman, je ne pouvais pas adapter mon activité parce qu'elle m'était imposée. Et si je disais non, j'exagère à peine, j'ai été virée. Parce qu'en plus, le fait de dire ah, vous êtes une femme, vous êtes handicapée, vous avez des enfants et maintenant vous me dites je vais être absente, ben non, ça marche pas. Donc ça, je voudrais qu'on l'entende parce que je pense que pour les personnes comme nous, c'est vraiment une opportunité à saisir. Et je rajoute, dans la tech, pourquoi dans la tech? Parce que déjà 75% des emplois d'ici 2030 sont dans la tech. Donc on a 75% d'opportunités à saisir sur des métiers où on est quasiment qu'en télétravail ou à distance ou en hybride. Donc vous devez peut-être être là, mais qu'une journée par semaine. Mais depuis le confinement, et parce qu'on est dans la tech, et pour des raisons de coût pour les employeurs, en fait, vous pouvez travailler de chez vous. Et ça, c'est formidable parce qu'effectivement, regarde, en ce qui me concerne, même si je suis au lit ou dans mon fauteuil ce jour-là, ça m'empêche pas avec les nouvelles technologies de faire des visios, de pouvoir faire des podcasts, etc. On n'a jamais eu autant de feu vert pour les personnes comme nous. Au lieu de nous mettre à mi-temps thérapeutique ou de nous dire vous êtes invalide et de nous ranger tout de suite dans une case inapte, en fait, grâce aux nouvelles technologies, on peut travailler au quotidien et à son rythme. C'est-à-dire que les tâches que j'ai pas pu faire dans la journée parce que j'étais malade, j'étais en crise, ou il y avait je sais pas quoi, qu'est-ce qui m'empêche de les faire le soir, le week-end ou à mon rythme? Justement. Et on parle beaucoup à l'heure actuelle de slow entrepreneuriat parce qu'en fait, même les gens valides se rendent compte que au lieu d'être dans le tout productif, il vaut mieux respecter son rythme naturel. Et en fait, on se rend compte qu'à terme, ces gens-là sont les plus productifs, les plus sereins, les plus réactifs, les plus agiles parce qu'en plus, ce sont des profils qui, au quotidien, doivent faire face à des obstacles, sortir de leur zone de confort, être ultra résilients, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. Donc, en plus, ces profils-là, pour moi, à l'heure actuelle, alors qu'on traverse des crises comme on n'en a jamais traversé, politiques, environnementales, sociales, économiques, etc., j'aimerais faire passer ce message comme quoi vous avez des clés de résilience, de combativité que personne d'autre n'a puisqu'ils n'ont pas le même parcours de vie. Donc, à diplôme égal, à âge égal, à compétence égale, vous avez développé des skills que personne d'autre n'a. Donc, je voudrais que ces personnes qui nous entendent réussissent à être fières de ce qu'elles sont parce qu'elles peuvent, entre guillemets, elles ont appris à tout concilier. Or, quand on est en situation de crise, même les entreprises, elles ne savent pas faire parce qu'elles ne l'ont pas vécu. Je trouve ça hyper intéressant de voir en fait le handicap ou la maladie comme une clé. Tu sais, moi, je parle souvent des clés de la réussite dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, c'est une clé hyper valorisante parce qu'en plus, elle s'achète pas. Quelqu'un qui va vouloir être en concurrence avec moi, si c'est une compétence linguistique, il peut apprendre l'anglais. Mais si on me demande d'être agile, d'être actif, d'être résiliente, il pourra pas l'acheter, il pourra pas passer de formation.
formation pour être résilient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant de voir ça comme une opportunité, comme une valeur professionnelle et même financière, parce que c'est un atout pour l'entreprise, tu vois. Ça va lui apporter beaucoup de choses. Donc, le fait de pouvoir l'entrepreneuriat se dire c'est possible et c'est une bonne voie, et vous ne serez pas plus en insécurité que si on vous met sur une voie de garage, parce qu'on vous dit vous êtes inapte, donc vous allez faire des photocopies toute votre vie, ou alors on vous donne pas, on vous adapte pas le poste. Moi, pendant 5 ans, j'étais dans une très grosse boîte française, une des 3 plus grandes. Il a fallu 5 ans pour adapter mon poste de travail. J'arrêtais pas de faire des crises, c'était de pire en pire. Et en plus, il y a cette discrimination de se dire, en fait, on fait même pas attention à ce que je suis puisqu'on ne respecte pas en refusant d'adapter mon poste. Donc, vous aurez plus de souffrance dans le domaine salariat qu'indépendant où vous pourrez choisir votre rythme. En plus, avec les nouvelles technologies, être, par exemple, tu vois, sur des métiers digitaux où tu peux créer des revenus passifs en créant des supports, en les mettant en ligne, etc., qui vont te rassurer parce que ces revenus passifs vont te permettre, le jour où tu es malade pendant une semaine, un mois, d'avoir quand même ces revenus qui te font ton tapis de soutien financier. Ils sont là au cas où, ce qui n'existe pas dans le salariat. Et quand bien même tu deviens en longue maladie, c'est hyper galère pour te faire avoir une compensation de la perte de salaire, etc. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que bon, là, on parle plus spécifiquement parce que c'est le sujet du jour du handicap, mais lorsqu'on vit une situation difficile, tu l'as vécu aussi, par exemple, avec le fait de devoir partir rapidement de chez toi suite à des violences, ou le fait, en fait, de devoir accompagner un proche qui, lui, va être malade, handicapé, etc. Ça aussi, ça aide à développer la résilience. Et ce type d'activité d'indépendante ou d'indépendant permet justement d'adapter son rythme en fonction des contraintes qu'on peut avoir et de trouver plus de flexibilité. Tout à fait. Et tu vois, par exemple, tu parlais effectivement à juste titre des violences. Moi, je suis restée, pour 2 raisons, ça m'a aidé le fait d'être indépendante. La première, c'est qu'effectivement, quand je me suis retrouvée toute seule avec mes 3 enfants et à la rue et un ex-mari qui avait vidé les comptes, j'avais pas d'argent, tu vois, pour mettre de l'essence dans ma voiture. Par contre, je pouvais travailler à distance. Tu vois, le fait de travailler, d'être à son compte permet effectivement cette agilité de se dire, effectivement, j'ai plus de voiture, j'ai plus d'argent, mais j'ai toujours un téléphone, j'ai toujours Internet, donc je peux quand même travailler différemment, mais je peux quand même travailler. La deuxième chose, c'est quand, suite aux violences, les deuxièmes que j'ai subies, je suis restée en état de choc pendant 2 mois. Et sincèrement, évidemment, on en reparlera, c'est très dur. Mais quand il a fallu remettre tout doucement, à mon rythme, un pied dans le monde professionnel, le fait qu'on me dise pas, vous devez revenir même à mi-temps, alors qu'au début, même à mi-temps, c'était impossible, et de se faire pas après pas, de dire, aujourd'hui, j'ai réussi à envoyer un mail, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une conversation téléphonique, de le faire graduellement et à son rythme. Seul l'entrepreneuriat permet ça, mais en plus, j'irai plus loin. Le fait de ne pas être obligé d'être visible, c'est-à-dire de se dire il faut que j'aille au bureau, que j'ai une bonne tête, que j'ai l'air souriante, que je fasse pas peur à tout le monde. Le fait d'être toute seule dans ma vie et de me dire ok, moi je mets pas la visio, je mets que le son. Donc même si j'ai une sale tête ou si j'ai pas trouvé la force aujourd'hui pour m'habiller, pour me maquiller, etc., tu culpabilises moins et ça te donne des clés, des astuces pour reprendre petit à petit confiance en toi. Totalement d'accord avec toi. Merci en tout cas, il y a pas mal de conseils que tu nous as partagés aujourd'hui. Est-ce que tu en as peut-être quelques-uns auxquels tu n'aurais pas pensé et que tu souhaiterais partager avec des mamans, voire même des papas qui se trouveraient dans une situation difficile? En préambule, je voudrais dire que moi j'ai mes propres clés et on a chacun notre vision, les petites phrases qui nous aident. Moi, c'est la manière dont, en tout cas, j'ai réussi à fonctionner et que j'ai transmise et partagée à mes enfants. Un jour, suite aux violences qu'on avait vécues, on avait comme projet avec mon petit garçon d'habiter en Corse parce qu'en plus, par rapport à ma maladie, il y a moins de stress, il y a moins de pollution, j'ai moins souvent de crises, etc. C'était notre projet. Manque de bol, on tombe sur quelqu'un de violent en arrivant qui, en plus, pendant le confinement, nous séquestre et voilà, et ça devient très vite dramatique. Quand on a été sorti d'affaires, entre guillemets, je me suis posée avec mon petit garçon, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux retourner, par exemple, sur le continent parce que tu as tes repères, tu as tes sœurs, etc. Ou est-ce que tu veux quand même qu'on reste ici? Et j'ai trouvé ça génial et c'est pour ça que je vais en parler parce que nos enfants sont beaucoup source d'inspiration. Et le fait pour les papas ou les mamans, comme tu disais, d'être à l'écoute aussi de l'environnement et de ses enfants peut donner de la force et des clés. Et ce petit bout de chou de 10 ans me regarde droit dans les yeux, me dit, mais maman, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, c'est pas parce qu'il y a un petit caillou sur ton chemin que tu dois laisser tomber tes rêves. Donc c'est pas parce qu'il y a un imbécile, alors il a été beaucoup plus grossier, mais c'est pas parce qu'il y a une personne qui nous a pourri la vie qu'il a le droit de nous empêcher de réaliser notre rêve. Notre rêve, c'était ça. Donc,
on reste ici. Et du coup, j'en ai tiré une espèce de phrase que j'utilise parfois pour faire mieux comprendre aux gens que tu as le droit de tomber, tu as le droit d'être à terre, et c'est normal. Par contre, tu as le devoir et la responsabilité de te relever. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu dois dire qu'est-ce que je fais de ça? Et est-ce que je laisse une fois de plus cet événement, cette maladie me pourrir la vie et m'empêcher de vivre? Et le fait de se dire ça, de se dire, tu sais, de se l'imposer en se disant quelle leçon je laisse à mes enfants si je reste à terre. Moi, c'est ça, tu vois, qui m'a aidé. Quand j'étais en état de choc, je me suis dit c'est mort pour moi, je me relèverai pas de cette énième épreuve et j'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à m'habiller, j'arrivais pas à m'occuper de mon enfant correctement. C'est encore plus douloureux parce que tu dis mais je suis vraiment une mère archi nulle. Mais le fait un jour de me dire ok Steph, tu vas stop, on arrête, t'arrêtes et tu te bottes les fesses. Si tu restes à terre, qu'est-ce que tu donnes comme leçon à ton fils ou à tes filles si un jour elles sont victimes de violences? C'est que ok c'est fini, je vais être sous médicaments toute ma vie, je vais être incapable de travailler et ça donne une force de dingue parce que même si toi t'as pas les ressources mais que tu t'interdis d'avoir le droit de rester à terre, et à un moment donné, tu poses cette élection, et moi je crois beaucoup le fait tu parlais de visualisation, de poser un acte. Quand tu poses le premier acte de dire stop, ça suffit. Maintenant, on fait quoi? Ok, c'est comme le boxeur, il s'est pris un gros coup dans la tête, j'ai été sonné, mais maintenant, stop, on passe à l'étape suivante. Et je reviens là-dessus parce que tu vois, le fait que les gens se définissent souvent par rapport à leur handicap, ou le fait d'être victime ça peut être de violence ou d'autres choses. C'est catastrophique pour moi. Parce que ton cerveau, parce que ton corps entend que tu es encore victime. Alors que non, tu es victime hier, mais aujourd'hui et demain, tu n'es plus victime. Et je pense que si à notre cerveau, on n'interdit pas à un moment donné de dire non, c'est toi qui te trompes. J'ai été victime, mais je ne suis plus victime. Donc maintenant, stop, je ne m'autorise plus cette posture. Alors, une fois de plus, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et je veux pas que les gens qui sont encore à terre et qui ont du mal à se relever, et c'est pour ça que je veux témoigner, c'est de dire regardez, c'est possible. Et si on n'a pas des témoignages, et c'est pour ça que c'est important ce que tu fais, parce qu'on n'ose pas forcément parler. Quand on a été victime, on sait que c'est difficile de dénoncer, c'est la honte de dire j'ai été victime, parce qu'en plus, tu vois, moi je me disais, les gens vont faire un raccourci en disant pas étonnant qu'elle ait été victime, elle est handicapée, elle est incapable de se défendre, incapable de gérer sa vie. Sauf que l'agresseur, lui, il s'en fout de savoir si t'es jeune, vieille, blonde, handicapée, c'est lui qui a choisi de t'agresser. Donc c'est pas de ta faute, d'accord? Et ça, je veux vraiment que les femmes l'entendent. La durée dans laquelle vous les allez être à terre, elle est normale. Et je pense que cette phase d'acceptation et de reconnaître. Tu vois, moi, j'ai été beaucoup dans le déni en me disant ma pensée va être plus forte que mon corps. Et mon corps était, quand il était paralysé, je dis c'est pas grave, ma pensée elle est tellement forte, je vais réussir à me relever. Non, t'es paralysé, ton esprit il va rien changer. Par contre, te dire, ok, je suis paralysée aujourd'hui, je peux pas travailler, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et ça, c'est important, de se dire, ok, je suis à terre, je peux pas faire ci, je peux pas. Mais moi, j'ai décidé que ma journée, elle est comme elle est belle, j'allais pas être aigrie, j'allais pas être en colère, ça ne sert à rien. Donc voilà, donc c'est pour ça que ne soyez surtout pas froissés, ne me trouvez pas dur. C'est qu'à un moment donné, je pense que tout dans la vie est une question de poser des actes et de poser des choix et de poser des mots. Si toute la journée, je me dis, je suis nulle, je suis bonne à rien, etc., bah oui, forcément, le résultat et le fruit de ces mots va avoir en plus un impact sur mon esprit, mais sur mon corps. Lui, il l'entend, même si je parle pas trop. Et tu vois, mon petit garçon, toujours pour revenir à lui, parce que voilà, c'est quand même aussi nos enfants qui nous éduquent, à chaque fois que je dis quelque chose de mal sur moi, je me fais, mais vraiment, excusez-moi, mais engueuler. Et il me dit, mais arrête de dire ça. Tu n'as pas choisi d'être malade. Et tu vois, cette petite phrase, parce que je continue de dire, je suis un boulet, bon, par moment, quand on est fatigué, on a du mal, tu vois. Mais ça me remet les idées en place tout de suite. Effectivement, est-ce que j'ai choisi d'être malade? Est-ce que j'ai choisi d'être victime de violence? Non. Donc, je ne suis pas responsable de ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très important de construire et par la suite de cultiver cette posture. Parce que forcément, il y a des moments, je vois pour les victimes de violences que j'accompagne à travers mon association, on est tout en haut, on a réussi à remonter la montagne et d'un seul coup, il suffit d'un mot, il suffit d'une remarque, d'une situation pour qu'on retombe. Sauf que on repart pas du début. Donc, faut pas vous dire, ok, je suis archi nul, je suis un gros déchet. D'une fois de plus, je suis tombée. Non, t'es pas un gros déchet. Juste, c'est normal, ça fait partie de la guérison. Et ça aussi, je pense que le fait d'apprendre à être doux, à être humble, à être bienveillant,
vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de son corps. Moi, tu vois, tous les soirs, je le remercie. Je dis, bravo parce que tu as encaissé des douleurs, tu as réussi à gérer, tu m'as permis quand même de faire telle ou telle chose, etc. Et je pense qu'il faut apprendre à se remercier, à être fier de soi et de se dire, on fait déjà des choses juste incroyables. Et si jamais aujourd'hui, c'était pas incroyable, ça le sera demain. Mais il faut jamais rien lâcher, c'est trop bête. Surtout quand on n'a pas, tu vois, une maladie comme un cancer. Moi, je vois vieillir mes enfants, je les vois grandir, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut aussi relativiser et se dire, bon, il y a quand même des chouettes choses qui peuvent se passer, quoi. C'est clair, effectivement, 100% d'accord avec toi et merci beaucoup pour ce partage en toute bienveillance et en toute honnêteté. Je pense que ça va parler à énormément de personnes, qu'elles soient directement atteintes par un sujet particulier ou qu'elles soient en fait en périphérie, parce qu'on oublie aussi souvent les personnes qui sont proches de nous quand on a un souci et qui nous soutiennent au quotidien et qui vivent finalement par ricochet, comme toi, ton petit garçon, ta maladie, parce qu'il est au quotidien, il t'aide au quotidien, et donc forcément, il vit aussi ta maladie, même si c'est pas lui qui subit les douleurs de ton corps, mais il est là pour pouvoir t'aider au quotidien. Donc merci beaucoup, Stéphanie, pour ta présence, ta simplicité, et puis aussi ta bonne humeur, et puis la pêche que tu as pu donner aujourd'hui. Mais écoute, merci infiniment. Et voilà, une fois de plus, je parlais de conseils, mais moi j'ai 55 ans aujourd'hui et tout va bien, hein, même si tout est compliqué, mais tout va bien. Se dire que la douleur, les épreuves n'empêchent pas d'être heureux. Et surtout, il faut arrêter de se cacher. Pendant longtemps, j'ai pas osé dire que j'étais en situation de handicap ou que j'avais été victime de violence. Alors qu'en fait, ça me définit. Et le fait de se cacher, ça aide pas en fait de plus avoir à mentir. Le fait de plus avoir à créer des, tu sais, des petites astuces pour qu'on voit pas que je suis handicapée, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En fait, on a besoin de toute notre énergie. Donc, si on peut la mettre au bon endroit, au bon moment, consacrer cette énergie à vous, à votre entourage et pas à lutter contre les autres. Mon petit garçon, tu vois, il y a quelque temps, il m'a dit, mais pourquoi tu râles pas après les gens qui sont désagréables avec toi? Je dis, écoute, Calixte, j'ai pas beaucoup d'énergie. Le peu d'énergie que j'ai, je préfère la passer pour être en forme avec toi, faire des activités avec toi, plutôt que se dire, je vais aller recadrer quelqu'un ou je vais aller lui expliquer ce que c'est que le handicap, etc. Faites les bons choix. Et le fait d'être bien dans votre peau, de vous assumer, d'être fier de ce que vous êtes, parce que c'est pas parce qu'une fois de plus, vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Moi, je suis pas capable d'être championne de tennis. Et alors, on s'en fiche. Et tu vois, je finirai là-dessus parce qu'on n'en parle pas assez non plus. Ne soyez pas en colère. Ça sert à rien. Il n'y a pas de fruit à la colère. Et vous n'avez pas le temps. Moi, j'estime que j'ai pas le temps pour être en colère, soit après les gens, soit après ma maladie, soit après ma vie. Si je dépense, tu vois, même 5% de mon temps à râler toute la journée, mais c'est 5% que j'utilise pas à faire autre chose, à passer un coup de fil. Et est-ce que ça a rendu ma vie plus belle? Non. Donc, moi, je préfère utiliser ces 5% à ne pas râler, à ne pas me plaindre. Je dis pas forcément que c'est facile. Des fois, on a envie d'être en colère, hein. Ok, il y a un moment donné, 10 secondes. Ok, je suis pas contente, mais je l'ai dit, je l'ai pensé, on passe à autre chose. Et ça, souvent, je vois des gens qui sont en colère contre leur employeur, contre leur situation, contre leur famille, contre leur mari, voilà. C'est vrai que beaucoup de gens sont en colère contre leur corps, contre leur maladie, parce qu'ils n'est pas capable comme les autres. Sauf que, est-ce que vous dites, je vais construire une super team, moi et mon corps, on va se battre, mais ensemble. On va avancer, on va grandir, on va lutter ensemble. Ou est-ce que c'est un combat permanent entre soi-même et la maladie? Moi, je crois beaucoup aux forces additionnelles. Et tu parlais du mental. Et pareil, de se dire, il y a mon mental de côté, il y a ma maladie, il y a mon corps. Ok, on fait la Dream Team. Comment on va se sortir de ça? Et on se projette, comme tu dis. Et si on rend vraiment ces obstacles comme des portes ouvertes, des opportunités à saisir, se dire, OK, ma vie elle va être différente. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce qu'elle sera moins bonne? Est-ce qu'il faut que j'en ai honte, etc. Donc voilà, en tout cas, ne perdez pas de temps comme moi. C'est pour ça que je dis ça, hein. J'ai 55 ans. Pendant 25 ans, 30 ans, j'ai fait semblant de ne pas être ce que j'étais. J'ai perdu un temps de fou. Je me suis épuisée. Donc voilà, ne faites pas ma bêtise en tout cas. Et au contraire, servez-vous de vos singularités pour être fiers de ce que vous êtes parce que vous êtes unique. Il y a pas deux personnes comme vous aujourd'hui et c'est ce qui fait votre valeur, c'est votre parcours. C'est clair. Eh bien, merci en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé une partie de ton histoire aujourd'hui avec nous. Je suis sûre que ça va parler énormément à nos auditrices et nos auditeurs et qu'ils seront nombreux à liker, peut-être commenter ou encore à le partager à leur entourage. Donc, n'hésitez pas, si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à partager cet épisode. Et puis, rappelons-nous que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur
si nous nous mettons en action, si nous devenons actrices et acteurs de notre vie et que nous ne la subissons pas pour pouvoir créer une vie qui soit pleine de sens et de bonheur comme l'a fait Stéphanie. Merci à chacune et à chacun de nous avoir écoutés et puis je vous retrouve d'ici quelques jours pour un nouvel épisode, un tout premier épisode sur des tips et des astuces pour chaque maman qui souhaite travailler de chez elle. Merci de nous encourager à continuer grâce à vos commentaires ou vos emails. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir découvrir chacun de vos commentaires et puis de découvrir aussi des intervenantes avec des chemins hors normes et audacieux que j'ai le plaisir de vous faire découvrir chaque semaine. Prenez soin de vous et à très vite.